On pense souvent que les ondes radio, c'est juste pour la musique ou les infos. Mais en réalité, il y a tout un monde invisible de signaux qui ont littéralement façonné notre histoire. Des signaux pour nous guider, parfois pour nous intriguer et même pour nous sauver. C'est une excellente question, n'est-ce pas? Comment on faisait avant le GPS? Eh bien, il existait toute une infrastructure de signaux radio. Imaginez des lignes invisibles qui quadrillaient le globe et qui guidaient absolument tout, que ce soit des sous-marins au fond des mers ou des avions de ligne dans le ciel. Alors justement, plongeons un peu dans ces systèmes, des systèmes vraiment ingénieux qui ont permis les voyages modernes, bien avant qu'on entende parler de GPS. Le système le plus simple, c'était la balise non directionnelle, la NDB. En gros, c'est comme un phare, mais pour les ondes radio. Une tour toute simple qui envoie un signal dans toutes les directions, à 360 degrés. Son gros avantage, c'est que son signal suit la courbure de la Terre. Ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on peut le capter de très loin, même à basse altitude. Le problème, par contre, c'est que le signal est sensible. Les montagnes, les orages, tout ça pouvait le perturber et le déformer. Puis pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont mis au point un truc vraiment malin. Ça s'appelait SON, rebaptisé plus tard console. L'idée était incroyable de simplicité. Les navigateurs pouvaient trouver leur position juste en écoutant et en comptant des points et des traits en code Morse. C'est tout. Et c'était tellement efficace, tellement génial, que quand les Alliés ont mis la main sur les plans, leur réaction a été « Eh bien, on ne va surtout pas le détruire, on va le copier ». Ils l'ont utilisé pour eux-mêmes et ils ont même aidé à maintenir une station en Espagne. C'est dire à quel point c'était précieux. Ensuite, il y a eu le système DECA. Là, on passe à un niveau supérieur. L'idée, c'était de créer une sorte de quadrillage invisible, mais ultra précis sur le paysage. Pour faire ça, ils utilisaient des stations radio parfaitement synchronisées. Une station maître et plusieurs stations esclaves qui lui répondaient. Et comment ça marchait? Eh bien, à bord du bateau ou de l'avion, un récepteur spécial mesurait les tout petits décalages de temps entre les signaux de la station maître et des stations esclaves. Et grâce à ça, il pouvait déterminer sa position exacte sur la carte en suivant des lignes de couleur, rouge, verte, violette. Bon, on a vu les signaux qui servent à se repérer. Mais toutes les balises radio ne sont pas là pour nous guider. Certaines sont des véritables énigmes. Elles se cachent dans l'ombre des ondes. Figurez-vous que depuis les années 60, des radioamateurs du monde entier tombent sur des transmissions très bizarres. Qu'est-ce qu'ils entendent? Juste une seule lettre, répétée en boucle, en code Morse, encore et encore. On les appelle les balises à lettres uniques. Officiellement, personne ne les reconnaît, aucun pays ne dit « c'est à nous ». Pourtant, toutes les pistes, toutes les triangulations semblent pointer dans la même direction, des territoires de l'ex-Union soviétique. Mais alors, à quoi elles servent? C'est le grand mystère. Et ça fait des décennies que les théories les plus folles circulent. Est-ce que c'est pour tester la propagation des ondes, pour marquer des canaux, pour suivre des navires ou des satellites? Ou peut-être, comme certains le pensent, un système pour que la marine russe trouve la meilleure fréquence pour communiquer? Personne n'a la réponse. Ok, laissons de côté les mystères de la guerre froide pour une application beaucoup plus personnelle, et où chaque seconde compte. Une situation où un simple signal radio, c'est littéralement la différence entre la vie et la mort. Cet appareil, c'est un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. C'est un outil absolument vital pour toute personne qui va en montagne l'hiver. C'est un petit boîtier qui peut faire deux choses. Émettre un signal de détresse si on est enseveli ou passer en mode recherche pour trouver le signal de quelqu'un d'autre. Et ce chiffre, 90%, il est terrible et plein d'espoir à la fois. C'est la probabilité de survie d'une victime d'avalanche, mais seulement si on la retrouve et qu'on la sort de la neige dans les 15 premières minutes. 15 minutes. Après ça, les chances chutent dramatiquement. C'est donc une véritable course contre la montre. Et pour la gagner, il y a un protocole très précis, en 3 étapes, pour localiser ce signal le plus vite possible. D'abord, une recherche large pour capter le premier bip. Ensuite, on s'approche en suivant les indications de l'appareil. Et enfin, la recherche finale, très lente, en croix, pour trouver le point exact. Mais attention, et ça c'est absolument crucial de le comprendre, le DVA ne fait que localiser le signal. Il dit « la personne est là, en dessous ». Mais sans une sonde pour vérifier la profondeur et la position exacte, et surtout sans une pelle pour creuser, eh bien la technologie ne sert à rien. C'est un système complet. Voilà, on voit bien que ce soit pour guider des flottes entières, pour alimenter des mystères dignes d'un film d'espionnage, ou pour sauver des vies en montagne, tous ces signaux invisibles tissent une sorte de toile cachée, une infrastructure essentielle de notre monde. Et des systèmes comme le LORN, dont on voit la carte ici, illustrent parfaitement l'échelle de tout ça. On parle de réseaux mondiaux.
Ils ont créé un véritable système de positionnement global, des décennies avant qu'on ait l'idée de lever les yeux vers les satellites pour se repérer. Alors la prochaine fois qu'on se retrouve à regarder un paysage qui semble vide, un ciel immense ou un océan à perte de vue, ça vaut peut-être le coup de s'arrêter une seconde et de se demander quelles lignes invisibles, quels messages secrets sont en train de nous traverser, là, maintenant.